des caractéristiques et normalement, l'outil doit être beaucoup plus résistant que la pièce que je veux usioner. Et à ce moment-là, on parle des outils qui sont pas très résistants, mais qui vont permettre d'usioner, par exemple, un spectre de matériaux assez, je dirais, moins résistant, à savoir, par exemple, je peux utiliser l'acier rapide, comme je peux aller à l'extrémité vers, je dirais, de la céramique ou bien des carbures de titane, dont les outils sont très performants, qui vont permettre d'user des matériaux beaucoup plus résistants. Alors, sur la partie usinage, là, on parle du tournage. Alors, le tournage, c'est la pièce qui va tourner, d'accord? Et c'est l'outil qui va approcher la pièce. Après, je vous invite aussi de voir, à prendre note et voir des vidéos sur YouTube, comme ça, vous allez beaucoup mieux cerner la chose. Si je commence à vous montrer des vidéos, je dirais, pour les différentes, je dirais, étapes ou bien pour les différents procédés, on va un peu s'attarder. C'est pour ça que je vais vous donner des notions. Après, c'est à vous de chercher et à vous aussi de l'intégrer dans vos projets. Intégrer ces procédés de fabrication dans vos projets. Par exemple, on va pas c'est pas tous les projets qui vont être usinés, pas tous les projets vont être imprimés 3D. Et là, il faut vraiment que vous fassiez votre combinaison de procédés de fabrication pour la réalisation de vos projets. Alors là, par exemple, le tournage, d'accord? On a le tournage qui est là où, au niveau duquel c'est la pièce qui va tourner et c'est l'outil qui va l'approcher. Du coup, ici, il y aura une vitesse, d'accord? Et il y aura une avance. Alors, la vitesse, c'est la vitesse de rotation de la pièce, et il y aura l'outil qui va se rapprocher de la pièce pour dire qu'elle va travailler. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dressage. À votre avis, on est en train de réduire quelle cote de ce cylindre? Alors ici, le brut, c'est le cylindre, et on va enlever de la matière du cylindre pour avoir un autre avec des dimensions différentes, ou bien un autre avec des, je dirais, des formes différentes, avec des gorges, ou bien avec des méplats, etc. Là, on agit sur quelle dimension? Alors, non, on n'agit pas sur le diamètre. On agit sur quoi? La longueur. Voilà, c'est ça. Exactement. Du coup, on agit sur la longueur avec le dressage. Par contre, le chariotage, c'est là où je vais agir sur le diamètre. D'accord? Et quand j'agis sur le diamètre, je peux avoir deux diamètres différents. Comme ça, la pièce, elle va être montée et elle va être freinée par elle va être montée sur la section la plus courte et freinée par la section la plus grande, etc. D'accord? Après, on a aussi le chariotage conique. Et le chariotage conique, il va donner quoi? Ce qu'on dessinait pour faciliter la pénétration d'un cylindre dans son alésage, ce qu'on a fait sur le croix de Malte. Chanfrein, très bien. Du Chanfrein. coup, le chariotage conique, il consiste à réduire le diamètre, sauf qu'il ne va pas le réduire d'une façon, je dirais, linéaire, mais d'une façon conique, ou bien d'une façon, je dirais, inclinée. Avec cette façon inclinée, elle va donner une forme conique, une petite... ah, pas très intéressant. Voilà. Après, on a le tronçonnage ou bien la gorge. Alors, la gorge, je dirais, c'est une réduction de section sur une surface partielle de notre cylindre qui va permettre, par exemple, le logement d'un circlips ou bien je dirais, d'un roulement ou bien de quelque chose qui va se loger entre les deux parties du cylindre. Ça veut dire que je vais essayer de créer une rainure, d'accord? Ce qu'on appelle une gorge. C'est une rainure autour du périmètre de notre cylindre. Après, on a le filetage. Et là, le filetage, c'est pour permettre à la pièce de se loger comme un vis et écrou, par exemple. D'accord? On a l'alésage. Et là, c'est pour créer un alésage ou bien un logement cylindrique.
d'accord, au fond de la pièce. Après, on a aussi le lamage, et là, c'est comme si je vais changer la section à l'intérieur de la pièce, mais pas à l'extérieur. On peut aussi faire une sorte de gorge à l'intérieur. Gorge à l'intérieur, ça veut dire je vais réduire, je vais avoir une section ici, ça va être un peu plus grand pour permettre le logement d'une pièce. À l'extérieur, ça va être un peu plus petit pour permettre le logement de la pièce. Et ça, c'est la gorge intérieure. Et voilà. Alors ça, c'est le tournage. Le tournage, il va permettre de... On va faire tourner la pièce et faire avancer l'outil. D'accord? Pour le fraisage, c'est l'inverse. Le fraisage, c'est on va arrêter la pièce, d'accord? Parce que notre pièce, elle n'est pas cylindrique et elle n'a pas une forme révolutionnelle, en mode révolution. Du coup, je serai forcé de mettre la pièce qui est peut-être sous format prismatique, rectangulaire, etc. Je ne peux pas la faire tourner et usiner, du coup, je vais la mettre en statique sur un porte-pièce. Et quand je vais la mettre en statique sur un porte-pièce, je vais à ce moment-là faire tourner l'outil. Et du coup, quand je vais faire tourner l'outil, à ce moment-là, je vais faire bouger la pièce. D'accord? Comme ça, je vais permettre l'usinage entre l'élément tournant et l'élément immobile par enlèvement de matière de notre brut. Alors, on a le fraisage en bout qui va permettre de réduire l'épaisseur de notre pièce. On a le fraisage de profil qui va réduire une dimension de notre pièce, d'accord? Généralement c'est la largeur ou bien longueur, d'accord? Après, on a aussi le surfaçage ou bien le dressage, voilà, et le rainurage pour créer des rainures, et aussi d'autres, je dirais, opérations, parce que pour moi, le procédé en jeu, c'est le fraisage, d'accord? Après, on rajoute juste des types d'opérations qu'on va faire sur notre pièce pour permettre la création de la forme finale. Mais le procédé de fabrication, c'est le fraisage, au niveau duquel je peux faire du dressage, du surfaçage, du perçage, etc. Et il y a aussi le processus de fabrication de tournage, au niveau duquel je vais mettre un bloc ou bien un brut qui est cylindrique ou bien de révolution et les uner avec des outils. Voilà, l'alésage, la même chose, et voilà. Après, au niveau, je dirais, je vais essayer de vous définir ça un peu beaucoup plus. Alors, vous m'excusez, je vais chercher slide associé. Voilà. C'est bon pour tournage fraisage? Ça va? Vous arrivez à voir en parallèle Oui, des monsieur. vidéos Oui, monsieur. comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Alors, alors maintenant, on va passer à la déformation. Alors, après, il y a la déformation. En fait, la déformation, elle ne va pas nous faire une grande gymnastique au niveau duquel je dois avoir une machine-outil, un porte-outil, un porte-pièce et une pièce avec des gammes d'usinage pour la réalisation de notre pièce en respectant les différentes contraintes géométriques et dimensionnelles, etc. En fait, ici, ça va pas être par enlèvement de matière, ça va être par déformation de la matière. Alors, la déformation de la matière, on va premièrement parler de l'extrusion, et là, on parle du filage pour les métaux, surtout. Alors, en fait, elle consiste à quoi? Elle consiste à faire passer notre brut, d'accord, qui est sous format d'un cylindre, dans une sorte de filière, d'accord? Dans une sorte de filière qui va me permettre de réduire la section ou bien de créer une nouvelle section, d'accord, pour notre pièce. Et cette nouvelle section, c'est pour peut-être pour des assemblages structurels, pour des mécanismes spécifiques, etc. Et là, au niveau de l'extrusion ou bien le filage, on va chauffer le matériau et le compresser pour qu'il traverse cette filière avec une section donnée à obtenir. D'accord? Et là, ça va nous
faire sortir des pièces qui sont très très longues, d'accord? C'est des profilés, ou bien ce qu'on appelle des tubes, des barres ou bien des tôles, et ça va nous permettre de faire sortir des pièces comme ça. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des profilés comme ça? Oui, monsieur. Ok. Dans quelle application? Pas dans une application, Non, mais dans dans quelle... Oui? j'ai pas entendu, monsieur. Dans un quoi? Dans un cours, Ah, bah, ok. Du coup, je l'avais jamais vu en mode réellement en quoi il est utilisé. ديك لي barrières ديال الالومنيوم وقيلا. Voilà, c'est ça. Du coup, pour les sections ou bien les profilés d'aluminium, ils sont faits à partir de l'extrusion ou bien le filage. Je vais forcer un brut cylindrique au niveau d'une filière pour avoir une section donnée. D'accord? C'est utilisé aussi pour la fabrication des structures métalliques d'une machine. Par exemple, il y en a maintenant les imprimantes 3D filaments, ils sont dotés de structures à base qui sont extrudées. D'accord? Voilà, et là, c'est des profilés que je vais utiliser pour monter une structure autour d'une machine, autour des cloisons, autour des fenêtres, des portes, ce que vous voulez. C'est des profilés qui vont nous permettre le montage et le démontage d'une structure qui peut être associée à une machine comme à une sorte de structure civile, génie civil si vous voulez. Voilà. Et les avantages de ce procédé, je dirais, d'extrusion, c'est la meilleure précision que le matrissage ou l'estampage, c'est ce qu'on va voir après. C'est l'état de surface. Du coup, ces profils, ils ont une belle état de surface. Et c'est des sections qui peuvent avoir plusieurs formes. D'ailleurs, il y en a qui vont essayer de développer une section pour permettre, par exemple, la réduction de bruit ou bien réduction des nuisances sonores, etc. D'accord. L'inconvénient, c'est que ça va nécessiter beaucoup d'énergie, d'énergie industrielle, en termes de factures énergétiques, etc. Et c'est une forme limitée, parce que je suis toujours en train de faire de l'extrusion. Du coup, quand je fais de l'extrusion, c'est que la forme avec laquelle je vais commencer, c'est la même forme avec laquelle je dois terminer, et voilà. Du coup, c'est pas assez flexible. Alors, l'extrusion, elle se fait dans ce sens-là. Alors, le consommable ou bien la matière brute, parce qu'en fait, finalement, quand on étudie les procédés de fabrication et de réalisation, par exemple, des pièces métalliques, le consommable ou bien la matière brute, ils ont tous, ils sont très limités en termes de forme. Par exemple, ils peuvent être des biellettes cylindriques, ils peuvent être des biellettes avec une section rectangulaire, d'accord? Comme ils peuvent être, par exemple, des tôles avec une épaisseur, avec une longueur et largeur. Du coup, c'est ça, ça tourne autour de ça, les matières premières métalliques. Et c'est ces matières premières métalliques que je vais faire passer dans l'un des procès de fabrication pour s'en servir autrement. Par exemple, ces biellettes cylindriques qu'on va transformer en structure métallique pour, je dirais, des chantiers ou bien pour des machines. Basées sur une réduction de section ou bien d'épaisseur. Et du coup, ça va nous permettre de réduire progressivement l'épaisseur des profilés. Ça veut dire c'est beaucoup plus orienté vers la réduction de l'épaisseur. Et c'est ce procédé-là qu'on utilise, ce qu'on appelle les laminoirs, qu'on utilise dans le domaine de la sidérurgie, où on est en train de fabriquer du fer à béton à partir, je dirais, des biellettes avec une section rectangulaire et non pas circulaire, et depuis lesquelles on va faire sortir du fer à béton en parcourant plusieurs, je dirais, étapes de laminage avec deux cylindres, dont la distance, par exemple, entre les deux cylindres, elle va être diminuée progressivement jusqu'à l'obtention d'une section de fer à béton que je crois le diamètre, il est autour de 15 à 20 millimètres, d'accord? Je crois de 10 à 20 millimètres, alors que la biellette de départ, qui est de section rectangulaire et non pas circulaire, elle avait une dimension, par exemple, de à peu près 15 millimètres, ou bien plutôt 150 millimètres pour aller, pour la diviser par 10
voire même plus, pour arriver à des tôles, par exemple, plates ou bien à du fer à béton. Et du coup, le laminage, il peut s'effectuer à froid ou bien à chaud. Il est utilisé pour réduire progressivement l'épaisseur, ça on en a parlé. La plupart des tôles plates brutes sont obtenues par laminage. Et ça aussi, c'est pour je dirais, faire sortir des tôles ou bien des feuilles de tôle pour utilisation industrielle comme matière première, par exemple, chez les différents fabricants de machines ou bien fabricants de cloisons. D'accord? Et le laminage à chaud, il va nous faire fondre la matière jusqu'à ce que celle-ci devienne flexible et plus facilement exploitable. Et le laminage à chaud, on l'utilise pour la fabrication des rondelles, des fils, des bobines, etc. Bobines métalliques. Et là, ça peut être aussi des fils métalliques utilisés en industrie. Et voilà. Ça va, la différence entre extrusion, filage et laminage? En fait, la différence entre Oui, l'extrusion et le filage et le laminage, c'est comme entre le tournage et le fraisage. Le tournage, c'est autour des pièces cylindriques qu'on va faire tourner. L'extrusion, c'est autour des biellettes qui sont cylindriques qu'on va faire passer dans une filière. Par contre, le laminage, c'est comme le fraisage, c'est des pièces qui ont une section qui peut ne pas être forcément cylindrique, ça peut être prismatique, ça peut être rectangulaire, etc. Et auquel on va réduire l'épaisseur. Comme ça, on aura, je dirais, des tôles qui vont être déformées, ou bien dont l'épaisseur va être réduite, et pareil pour, par exemple, je dirais, le fer à béton. Le fer à béton qui a une section cylindrique, mais la forme de départ, c'est pas une section cylindrique, c'est une section rectangulaire. D'où l'appellation de laminage, et non pas extrusion bien filage. Après, on a l'estampage et matrissage. Alors, l'estampage, c'est le forgeage mécanique des aciers, alors que le matrissage est le forgeage mécanique des métaux non ferreux. Bon, ici, c'est juste une différence de type de matériau. L'appellation, elle est en fonction du type de matériau, mais l'opération, elle est simple. L'opération, elle est basée sur deux matrices. Alors, pour l'extrusion, on a parlé je dirais, de filière. Alors que l'estampage, on parle de matrice supérieure et matrice inférieure, avec un brut qui va pas passer pour, je dirais, produire des pièces qui sont très longues, etc. Non, on n'est pas dans cette démarche-là, mais on est beaucoup plus dans une déformation de pièces entre deux matrices par effort de pression et avec un métal qui est préchauffé pour permettre ce qu'on appelle l'estampage ou bien le matrissage. D'accord? Là, on est dans le chauffage du métal ou bien du brut, d'accord? On est aussi devant deux matrices qu'on doit réaliser pour réaliser, je dirais, la pièce en question. Et on va appliquer la force de matrice supérieure contre la matrice inférieure avec une série de chocs, par exemple. Ça peut ne pas donner directement la pièce qu'on veut depuis le départ. Par exemple, pour les bielles, et là, je vous ai montré la dernière fois pour les bielles sur lesquelles on avait travaillé la séance dernière, les bielles, ils sont obtenus par estampage. Sauf que l'estampage des bielles, c'est pas juste une seule passe. C'est pas une matrice supérieure et une matrice inférieure, un choc et une pression avec un métal chauffé, ça va nous donner la pièce en question. Non, on le fait par série de pressions ou bien série de chocs. Du coup, on ne le fait pas comme ça d'une façon continue, mais on le fait d'une façon progressive à travers des matrices supérieures et matrices inférieures différentes qui vont nous permettre d'aller progressivement à la forme finale. Comme ça, on va retrouver par exemple pour les bielles, apparemment, si je me rappelle bien, on est à peu près autour de 6 à 8 matrices, d'accord? Je crois, voilà. Et euh, c'est ce qui va nous permettre un peu d'aller progressivement à la pièce en question ou bien à la bielle en question. D'accord? Alors, l'estampage et le matrissage, ils sont adaptés à une production en série. Du coup, vous allez retrouver dans le secteur automobile, c'est très très utilisé, notamment par exemple sur Tanger chez GD Metal.
d'accord? Ou bien Snop au niveau de Tanger aussi, qui font de l'estampage et matrissage. Et là, par exemple, pour les portes de voitures, par exemple, ils sont faits par estampage. Du coup, c'est juste une feuille métallique qu'on vient estamper avec deux matrices supérieures et inférieures pour obtenir la forme de la porte. D'accord? Juste pour vous dire que tout type de pièce, tout ce que vous voulez réaliser, ça doit être, ou bien ça obéit à un procédé de fabrication donné. Il suffit que vous fassiez bien vos recherches pour avoir une idée sur comment elle a été fabriquée. D'accord? Et c'est là où ça fait toute la différence parce qu'il y en a des projets qui vont réussir parce que ils ont choisi le bon procédé de fabrication. Il y en a qui vont choisir le mauvais procédé de fabrication, qui va pas les garder compétitifs pour longtemps. Là, ce qu'on fait, je dirais, on arrive à créer, je dirais, à industrialiser notre projet à travers la réalisation de notre prototype, d'accord, avec des process de fabrication qui vont nous permettre de gagner de l'argent et du temps. Parce que c'est là où tout se joue, ça se joue sur des petits détails de compétitivité, à savoir le procédé et l'industrialisation des rires. D'accord? Des questions, les amis? Monsieur, est-ce qu'il y a un outil pour choisir la meilleure machine pour fabrication de notre projet? En fait, il y a quand même des études, comment dirais-je, qu'il y ait vraiment des études basées sur l'intelligence artificielle, d'accord? Mais pour moi, c'est un peu trop tôt, d'accord, pour laisser l'intelligence artificielle choisir pour nous. C'est pour ça que Generative Design, par exemple, dont on a parlé, il va nous permettre de comparer entre deux, trois procédés, non seulement en fonction de la technicité derrière, mais aussi en fonction des prix. Et c'est un travail que vous pouvez faire vous-même. Vous allez comparer entre le délai, le prix et la qualité d'un procédé donné avec le prix, la qualité et le délai d'un autre procédé. Peut-être que dans certains cas, parce que vous voulez fabriquer 20 000 pièces, le délai de l'impression 3D, ça ne va pas être très intéressant. Peut-être aussi le prix de l'impression 3D, ça ne va pas être intéressant à 20 000 pièces à injecter, à fabriquer euh, 20 000 pièces en plastique à fabriquer. D'accord? Du coup, c'est juste un compromis, c'est un comparatif qu'on réalise et qu'on essaye de faire aboutir sans problème. OK? Ça va? D'accord. C'est un Merci, travail que vous monsieur. devriez faire vous-même. Voilà. Alors, du coup, il y a ça. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions d'ailleurs? Un instant. Allô, allô? Monsieur, j'ai une question. Mhm. Ouais. On est obligé dans notre projet de faire ces procédés de fabrication ou bien d'utiliser l'une de ces procédés de... Oui, oui, en fait, l'idée, c'est que vous soyez aware de la partie de fabrication. C'est que vous soyez conscient. Parce que concevoir pour le plaisir de concevoir, c'est pas intéressant. Concevoir, on va tous pouvoir. La conception, c'est pas. C'est, ça va pas représenter l'étape primordiale, ou bien c'est pas la fin de la réalisation du produit, ou bien. Bon, c'est pas, ça n'a pas un caractère déterminant. D'accord? Je dois toujours passer par une étude où je vais me dire, voilà le procédé que je vais utiliser. D'accord? Et voilà. Du coup, pour moi, c'est indispensable. Monsieur, j'ai une question aussi. Le procédé de fabrication est utilisé d'après le matériau utilisé. Oui, ça dépend du matériau, ça dépend de la complexité de la forme à réaliser, ça dépend du prix, comme je vous ai dit, le délai de fabrication, ou bien le temps de fabrication, et le coût.
Ok, merci. D'autres questions, les amis? Ici, on n'a pas seulement ces méthodes, on a d'autres méthodes Oui, pour oui, la il y a d'autres déformation. méthodes. Des méthodes. J'attends juste que... D'accord. Tu peux répéter la question? Des questions, je suis à votre dispo si vous avez d'autres questions, sinon j'avance. Non, monsieur, c'est bon. Ok, j'avance. Alors, l'estampage, je vais essayer de voir comment je peux vous... Alors, une seconde. Alors, l'estampage et le matrissage, on avait dit que c'est adapté pour la série. C'est le procédé qu'on utilise pour la fabrication des pièces automobiles. C'est répandu chez les industriels de l'auto, à savoir par exemple Snap au niveau de Tanger et GMD Metal. D'accord? Et voilà, alors, on trace. Il y a aussi le pliage. Le pliage, il est utilisé beaucoup plus pour déformer une tôle, d'accord? Pour préparer une section, mais qui est très prismatique. Du coup, pas la peine que je gaspille de l'énergie au niveau de comment dirais-je, au niveau de l'extrusion ou bien du filage. Voilà. Du coup, le pliage est une déformation qui est permanente, qui va se faire à froid. Du coup, je ne vais pas la faire à chaud. D'accord? C'est quelque chose qui est facile à réaliser, pas très sorcier. Et après, la surface obtenue, elle va présenter des plis rectilignes et développables. D'accord? C'est un outillage qui est simple. Ça va demander juste une presse hydraulique. Du coup, c'est juste une presse avec différents poinçons qui vont permettre de déformer ou bien de plier la structure. D'accord? Ça d'une part. D'autre part, les inconvénients, c'est que la longueur, elle est limitée en fonction de la largeur en fonction de la largeur de notre profil, ou bien notre tôle. Après, il y a aussi le cintrage. Alors, le cintrage, il va permettre de fabriquer quoi selon l'image que vous voyez ici? Le cintrage. Cercle. Cercle. Cercle, قلتي؟ Ouais.
Ok. Quelque chose beaucoup plus parlant? Trois arbres, monsieur. Quel outil il passera dans... Voilà, Non, non, mais après, attendez des exemples de produits. des barres Exemple de produit que cylindriques, vous avez monsieur. chez vous et qui est fabriqué par Centrage. Non, non, Centrage, c'est pas une barre. Essayez de voir ici, à de l'image. مول مول ديال الكيكه. Oui, il a une section cylindrique. Il y a aussi donc, les barils ou bien le hakak de nido. D'accord? Aussi, vous allez toujours voir, et aussi, il y a les pots de confiture, métal, etc. Et là, c'est des pots au niveau duquel vous allez voir que on dirait qu'on a collé, qu'on a joigné deux bouts d'une tôle métallique et qu'on les a collés l'un sur l'autre. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, Non? Vous n'avez pas vu ça sur des pots de confiture, ou bien de miel, ou bien de nido, etc. Vous pouvez voir aussi sur le Kika Hana, vous allez voir un peu que ça existe. شكون اللي شافهم ديجا بعدا نعرفو بعدا كاين شي واحد شافهم. Non, monsieur, jamais vu. Mais je pense que le centrage est utilisé pour les tubes, la fabrication des tubes. Oui, la fabrication je dirais des barils, des contenants. D'accord? Aussi donc les sièges. Exact. Ça marche? Qui n'a pas encore saisi? Je vous donne un peu de temps si vous voulez googler ça. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. On trace. Alors, pour le e-cintrage ou cintrage de la déformation, au niveau duquel on va déformer ou bien cintrer le tube à froid ou bien une barre pour lui donner un angle, sachant que le cintrage ou bien, je dirais, le cintrage, c'est pas que les tubes, mais c'est aussi le tôle pour lui redonner une forme de contenant. Après, on a l'emboutissage. Alors, après avoir vu l'estampage et le matrissage qui est basé sur une pièce que je vais chauffer et que je vais frapper par pression par deux matrices supérieures et inférieures, on a vu le pliage qui consiste à déformer une tôle et le cintrage qui consiste à faire tourner une tôle, la cintrer pour lui donner je dirais, une orientation qui est circulaire pour que ça représente un contenant. Et voilà. Après, pour l'emboutissage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déformer une tôle, d'accord? Et on va essayer de déformer une tôle pour lui donner une section de révolution, d'accord? Ici, pour le pliage, on lui a donné, on l'a déformé sur un seul côté,
avec un angle. Du coup, ça va être une pièce qui est pliée. Pour le cintrage, on a fait tourner la pièce, d'accord, pour lui donner une section, je dirais, cylindrique et creuse des deux côtés, d'accord? Du coup, il va falloir qu'on rajoute d'autres parties métalliques pour fermer la structure, pour lui donner les caractéristiques du contenant, d'accord? Et pour l'estampage ou bien le matrissage, c'est qu'on a déformé une pièce pour lui donner une forme, mais ça n'a pas un caractère de contenant ou bien de, je dirais, de moule, si vous voulez. D'accord? Alors, ici, pour l'emboutissage, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une tôle, d'accord? Et je vais essayer de fabriquer par formage. Alors, formage, c'est la déformation le métal à froid, d'accord? Par un effort de pression, sans chauffer la pièce, d'accord? À froid, et ça va nous donner, je dirais, une pièce creuse profonde qui s'appelle l'embout à partir d'une feuille ou bien d'une plaque, qui vont être découpées ou bien préparées. C'est une feuille métallique préparée, et ce, avec une action de poinçon et d'une matrice, et un cerf-flanc. Du coup, on a le poinçon, ça c'est l'outil, d'accord? On a ici la matrice, du coup c'est elle qui va permettre, qui va loger la déformation engagée par le poisson. Et on a les serre-flancs qui vont serrer la tôle pour qu'elle ne bouge pas lors de la déformation ou bien la création ou bien le formage de notre tôle à froid. Le procédé il va nous permettre de fabriquer des formes circulaires, d'accord? Telles que les casseroles de cuisson, les cocottes, pas mal je dirais, pas mal d'ustensiles, d'ustensiles surtout dans notre cuisine qui sont fabriqués par emboutissage. D'accord? Voilà. L'emboutissage, c'est aussi présent dans l'automobile, sur plusieurs parties aussi. Et c'est différent. Ça peut être sur des formes de sa révolution, comme ça peut être sur des formes carrées, rectangulaires, etc. Et ce qui va faire la différence entre ces différents formes, c'est principalement l'outil associé. C'est pour ça que chez pas mal d'industriels, on parle de discipline ou bien d'une sorte de pôle outillage au niveau duquel on est en train de concevoir et fabriquer des outillages. Alors ça, c'est l'emboutissage. Alors les problèmes de l'emboutissage, il y en a beaucoup. Notre pièce, elle peut être déchirée, elle peut ne pas résister. Du coup, il va falloir qu'on étudie ça. L'allant de la pièce, ça peut ne pas être admis en fonction de la profondeur de notre pièce, etc. Et ça, c'est notre discipline, ce qu'on appelle des connaissances de matériaux. D'accord? Voilà, alors là je vais passer ça rapidement. Oui, Monsieur, l'emboutissage, je vous en prie. c'est un procédé qui est utilisé souvent dans l'industrie automobile, non? Exactement, voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Oui. Alors je vais vous montrer quelques exemples.
Monsieur, est-ce que vous êtes toujours là? Allô? Allô, allô? Oui, monsieur. Oui, on vous attend, monsieur. Ok, super. Alors, du coup, on parlait, je dirais, de la partie forgeage, estampage et matrissage. Alors ça, on l'a vu. Ça, c'est des exemples d'estampage. Par exemple, avec l'arbre ACAM, vous connaissez de la pièce Hadif l'automobile? Oui, 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 monsieur. Alors ça, c'est une pièce qui est fabriquée par estampage, matrissage. Et là, c'est ça l'exemple des biellettes dont je vous ai parlé. Ça commence par un petit brut métallique. Et ça, on a le premier estampage avec la matrice supérieure et inférieure associée. Après le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième pour fabriquer une petite biellette. Et ça, c'est un travail de série. D'accord? Je peux faire parcourir 10 étapes, de 5 à 10 étapes pour estamper une pièce, mais ces matrices-là, ils vont pas stopper. Ça ne veut pas dire que je vais fabriquer une pièce en l'attendant tranquillement après 5 frappes. Ça marche? Oui, monsieur. Voilà. Alors, ça, c'était l'exemple de l'estampage des, alors, il y a aussi la frappe à froid qu'on utilise aussi pour fabriquer des boulons, etc. Et là, je vais vous montrer aussi l'exemple. Alors, là, c'est toujours par déformation. D'accord? C'est une déformation qui va être très rapide de pièces longues et qui va donner, je dirais, construction de visserie, de vis, etc., de boulons, ce que vous voulez. Partant d'un morceau de barre ou bien de fil, on va le déformer en l'air ou en matrice fermée pour lui conférer la géométrie vissée, etc. C'est bon pour la déformation? Oui. Oui. Je trace. Alors après, il y a la transformation des matériaux plastiques. D'accord? Transformation des matériaux plastiques. Je vais essayer de démarrer cette présentation-là. Parce qu'en fait, d'abord, on a parlé un peu du métal. D'accord? Maintenant, on va passer aux transformations en matériaux plastiques. J'essaie pas de rentrer beaucoup avec vous sur la partie un peu technique parce que je veux bien que vous ayez au moins un overview 360 sur les différents procédés de fabrication. Après, si vous êtes intéressé par un procédé particulier, on peut le détailler, on peut aller vers le logiciel associé, on peut aller vers... alors, on peut aller vers... J'ai vu... Non, non, monsieur, c'est par rapport à quoi? طه بن بالله وحسنا هندي. ميدي ميدي. Et je pense par rapport au centrage, يمكن. Non, pour les questions. Ah, ok. Ça marche, alors. Alors, on va voir quelques exemples de transformation plastique. Allô? On vous attend, monsieur. Ok. Alors, les différents procédés pour la partie transformation en plastique, ce qu'on a, c'est qu'on a l'injection, injection, soufflage, extrusion, extrusion, soufflage, gonflage, etc. D'accord? Quelqu'un a pu reconnaître l'un de ces procédés? Oui, monsieur, l'injection, c'est très connu. L'injection passive. Ok. Qu'est-ce qu'on a injecté? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche?
Monsieur, c'est comme le principe du moulage. Mais Comment? c'est comme le principe du moulage, je pense. Avec impression. On injecte avec impression. Ok, on injecte avec une pression. On injecte Impression. quoi? On injecte le plastique sous forme de liquide. Des fois liquide, des fois, ça dépend. Des fois sous forme de... Mais la plupart, je pense que le, le plastique, le plastique en liquide. Très bien, plastique en liquide. Et c'est quoi la base du liquide, de plastique liquide? Comment? Comment c'est quoi la base? La base, à la base, avant d'être sous format liquide, c'était quoi? Des petits grains, monsieur. Très bien, c'est du Oui, granulé oui, oui, qu'on a chauffé, qu'on a fait fondu et qu'on a injecté sous pression. D'accord? Ok. Dans quoi? dans des moules. Dans des moules. Très bien. Et les moules, ils sont fabriqués comment? Est-ce que c'est une pièce unique? Sinon, il existe en deux parties, je pense, partie supérieure et partie inférieure. Très bien. Du Oui. coup, il y a deux parties de moule. C'est deux demi-moules, si vous voulez. Uhum. Et du coup, qu'on va serrer. Et ces moules, qu'est-ce qu'ils comptent? Qu'est-ce qu'ils comportent plutôt? Il peut comporter le sable, je pense. Sable. Yeah. Non, non, non. Euh, L'injection, elle va se faire dans les deux demi-moules. L'injection plastique, elle se fait sur des moules métalliques. D'accord? Après, euh, quand je vais fabriquer une pièce plastique, le moule, c'est métallique. Mais quand je vais fabriquer une pièce qui est métallique, le moule, c'est du sable. Sable D'accord? parfois. Ouais. C'est- Voilà. Mais après, on va injecter, nous, Monsieur, notre plastique. Oui? il est constitué des châssis ou aussi des noyaux où on démoule, on met le plastique. Mhm. OK. Et du coup, l'idée, c'est que là, tout ça, il va être injecté dans ce qu'on appelle une empreinte. D'accord? Et du coup, l'empreinte, elle va représenter le femelle de notre pièce et ça va permettre aussi avec une anticipation. Parce qu'en fait, la pièce, quand je vais l'injecter liquide sous pression avec température donnée, elle aura un comportement, je dirais, métallurgique. Et là, je ne veux pas rentrer beaucoup en détail, mais bon, je veux juste vous donner une idée. C'est que la pièce, quand elle va se refroidir, elle va représenter ce qu'on appelle un retrait. Un retrait, c'est une petite, je dirais, la pièce, elle va devenir un peu plus petite parce que il y a l'environnement ou bien la température environnante qui l'a choqué et qui a rétréci son volume ou bien ses dimensions. Voilà. Alors, on va parcourir. Alors, l'injection, c'est ça, c'est de la matière plastique qui est chauffée, qui va être ramollie dans un cylindre, d'accord, et qui va être injectée à travers un vin qui va tourner pour préparer la quantité de matière requise. Elle va se transformer ensuite en piston pour injecter celle-ci dans un moule fermé. Du coup, nous, c'est un vis, d'accord, qui va euh, faire courir matière tellement bien au bout de la vis, ça va agir sous forme de piston, d'accord? Quand elle va agir sous forme d'un piston, à ce moment-là, elle va faire injecter notre pièce dans cette petite empreinte entre les deux demi-moules et ça va nous faire sortir des bouchons, des téléphones, des boîtes, des corps de stylo, des pièces automobiles, électriques, etc. D'accord? Et ça aussi, vous allez retrouver plusieurs sociétés au niveau de l'automobile et d'autres secteurs qui font ça. Ça marche? Voilà. Et ça, c'est des objets qui vont être souvent prêts à être utilisés et on voit un petit point par où la matière est arrivée. Est-ce que vous arrivez à faire
Bien remarquer ce point-là, où la matière est arrivée. كتشوفوها في les pièces plastiques اللي دايرين بكم non Oui, monsieur, oui, monsieur. Les grains D'accord sont كيف كتشوفوها la plupart du temps non je parle pas des grains je parle du point واحد le point كنشوفوه واحد le cylindre واحد le cercle avec un petit point de plastique qu'on remarque sur les pièces dans les pièces Oui, monsieur. Oui, oui. ça représente quoi Le début. ديك ديال الشوفاج ماشي ديال الشوفاج ديك اللي كاين واحد التيو Je ديال pense que c'est الشوفاج des bulles d'air. non c'est pas des bulles d'air c'est alors vous avez à côté de vous une pièce plastique non Oui, monsieur. alors essayez de choper واحد le point غتشوفوا بحال شي حاجة دايرة avec un petit creux avec un point plastique au centre. Oui, monsieur, un bouteille plastique au-dessus de cette المهم ديك الساكل زعما راه كاينه في القاع ديال ديك البوتاي بلاستيك. Voilà. Ça représente le point d'injection. Mais pour les bouteilles plastiques, on ne parle pas de point d'injection. On parle de soufflage. Je vais y arriver. Voilà. Pour les bouteilles plastiques, on parle de soufflage. Alors, le soufflage, il est basé sur quoi? Ça consiste à, je dirais, à avoir comment on appelle ça? Alors, c'est des petits contenants plastiques, d'accord, qui a la forme d'un tube, ok, au niveau duquel je vais souffler pour faire épouser la forme de je dirais de ma bouteille. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous arrivez à me comprendre un peu ou pas? C'est des Monsieur, petites éprouvettes j'ai plastiques. essayé de googler le mot soufflage plastique Hein, et j'ai trouvé la première image de Wikipédia très bien expliquée. Il explique bien le principe. ok. Ah, Oui, ils peuvent la allez, confirmer. je te laisse expliquer ça. Vas-y. Allô? Ouais, monsieur, c'est déjà expliqué fait, la photo. Là, vas-y, on veut bien entendre ta manière. Ah, monsieur, le plastique, donc le moule, par exemple, une bouteille ou un flacon, par exemple, Mhm. كتكون la matière ديال plastique et كيكون comment dirais-je exactement un soufflage في هذيك la matière d'une façon باش تاخذ la forme ديال le moule et en même temps تكون خاوية من الداخل. Mhm. C'est bon, Moi, les amis? c'est ça ce que j'ai compris, moi. C'est compris? Qui n'a pas encore compris? C'est bon, tout le monde a bien saisi le truc? Oui, monsieur. Ok. Alors, du coup, le soufflage, ça va me permettre on va fabriquer une préforme. C'est une préforme par l'injection. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter du plastique juste pour faire une forme de départ, d'accord, qui est sous format d'un petite mini bouteille, d'accord, voilà, qui a cette forme. Après, je vais chauffer cette préforme, ce qu'on appelle une préforme, et on va essayer d'y envoyer un jet d'air comprimé qui va la pousser contre les parois de notre moule. Du coup, je vais souffler
jusqu'à ce qu'elle va épouser les parois de ces deux demi-moules pour nous faire réaliser cette bouteille ou bien ce flacon. Ça peut être une bouteille, ça peut être des réservoirs, ça peut être plusieurs types de contenants. D'accord? Et le point d'injection, il est au fond du contenant et vous arrivez à le voir sur vos bouteilles à côté de vous. Vous allez voir le point d'injection associé, je dirais, associé à la préforme qui a été soufflée pour donner forme à la bouteille à côté de vous. Alors après, on a l'extrusion. L'extrusion, c'est le principe qui va nous faire sortir des petits fils, par exemple plastiques, comme consommables d'impression 3D filament, comme ça peut être aussi d'autres sections. On va insérer la matière plastique dans un cylindre qui est chauffé et on va essayer de la pousser avec un vis sans fin pour la faire passer dans une section. Et là, on aura les profilés pour les fenêtres en plastique, des câbles, des stores, des grillages, etc. Et ça va nous donner, je dirais, une forme qui est continue de notre pièce et une longueur qui est intéressante. Et là, on parle, voilà, des profilés en plastique. On parle, ça, c'est pas de l'aluminium, c'est pas des profilés métalliques, mais c'est principalement des profilés en plastique. D'accord? Voilà. On a aussi l'extrusion soufflage. Et ça, c'est une autre méthode qui va nous faire fabriquer aussi des bouteilles. Enfin, on va fabriquer un tube par extrusion. Voilà, un tube par extrusion. Après, on va enfermer ce tube chaud à l'intérieur d'un moule et on va envoyer un jet d'air. Et ça va nous faire fabriquer des bouteilles, des flacons. Et ça, c'est principalement des bouteilles qui sont plus résistantes que les bouteilles normales dans lesquelles on stocke de l'eau, mais ces bouteilles beaucoup plus qui sont résistantes, qui vont pouvoir porter par exemple des matériaux ou bien des liquides un peu agressifs chimiquement parlant, etc. Voilà, on a l'extrusion gonflage. L'extrusion gonflage, c'est le procédé à travers lequel on fabrique des sacs en plastique, des sacs de poubelle, sacs de congélation, etc. Du coup, ça, c'est une variante de l'extrusion où, à la sortie de la filière, on va gonfler l'air, on gonfle l'air dans le tube produit, d'accord? Et ça devient aussi une longue bulle de pellicule en plastique. Voilà, et ça va nous permettre de fabriquer, je dirais, des rouleaux ou de sacs en plastique juste en soufflant dans je dirais, dans des parties ou bien dans des tubes qui représentent, je dirais, le consommable de la sac en plastique associé. Après, on peut rajouter des autres accessoires en plastique, de quoi faire des sacs de congélation avec un système de fermeture en plastique, etc. Voilà, voilà. Après, on a aussi le rotomoulage. Et là, on peut se poser la question comment les kayaks ils sont fabriqués, comment les grandes pièces, les grands réservoirs, est-ce qu'on a besoin d'un très grand moule, etc. Comment ils sont fabriqués avec une telle taille. Alors en fait, le principe utilisé pour ces grandes pièces en plastique, c'est le rotomoulage. Le rotomoulage, on va essayer d'utiliser les forces centrifuges. Alors c'est un moulage qui va se faire en insérant de la matière plastique sous format de poudre dans un moule et en faisant faire des rotations au moule qui est chauffé, on obtient des pièces qui sont creuses. Et là, ça va nous permettre d'avoir une pièce qui est de très grande dimension, mais qui est creuse de l'intérieur. Et c'est ce principe-là à l'origine de la fabrication des kayaks, les planches de voile, des réservoirs, etc. Et c'est des pièces creuses qui peuvent aller, je dirais, qui peuvent aller à des dimensions très très grandes. Et sont creuses en titre de contenant, mais c'est aussi des pièces qui résistent dans le temps. D'ailleurs, vous allez voir les citernes, les petites citernes d'eau qui sont, qui ont une belle durée de vie, ainsi que des kayaks en plastique qui sont aussi très performants en comparant avec les kayaks qui sont gonflables, etc. Voilà, du coup, ça, c'est le rotomoulage. C'est la fabrication, je dirais, de grandes dimensions, de pièces creuses en plastique de très grandes dimensions. Voilà. Après, on a le thermoflage. Le thermoflage va consister à ce qu'on chauffe la feuille de plastique. D'accord? Et du coup, en chauffant la feuille de plastique, celle-ci, elle va être un peu molle, d'accord? Et du coup, avec un petit effort de, je dirais, d'aspiration de dessous
de cette feuille qui est chauffée et avec une forme entre l'aspiration et la feuille qui est ramollie, je vais obtenir la forme des pots. Ça peut être des empreintes, ça peut être des pots, ça peut être des coques de bateaux, ça peut être, je dirais, des empreintes pour fabriquer des pots, des chocolats sur plusieurs formes, etc. D'accord? Et ça, c'est utilisé beaucoup plus pour les pièces qui ont une épaisseur qui est moins intéressante, avec des coins qui sont arrondis, avec moins de finissant, parce que l'intérêt derrière le thermoformage, c'est pas ce qu'on a fabriqué comme pièce, mais ce qu'on va avoir comme résultante de la pièce elle-même. Et là, le thermoformage, ça, c'est utilisé beaucoup plus pour fabriquer des moules en plastique, ou là, voire même des contenants, des petits contenants, je dirais, non réutilisables, par exemple, pour les aliments ou bien pour autre chose. Voilà. C'est bon pour les transformations en plastique? Alors, on a vu injection, extrusion, extrusion soufflage, extrusion gonflage, rotomoulage et thermoformage. C'est bon? Oui, monsieur. Ok, Oui, super. Alors, ça on l'a vu. Alors, en utilisant le même concept, je dirais, d'injection plastique, on va essayer de parler moulage de pièces métalliques, d'accord? Et là, je vais vous donner un exemple de moulage métallique. Voilà, je partage mon écran. Voilà. Du coup, le moulage au sable, c'est un moulage qui est en moule non permanent. Qu'est-ce qu'on veut dire par moule non permanent? Après, quand Il on va est l'utiliser, on va le useful. détruire. Oui, Très bien. Du coup, pour c'est récupérer notre pièce, on doit détruire le moule. D'accord? Du coup, c'est un moulage en moule non permanent. Alors là, ça consiste quand on fabrique l'empreinte en utilisant un modèle en bois. D'accord? Ça, c'est la pièce. Et aussi en rajoutant un circuit de remplissage. Ça, c'est le circuit de remplissage. D'accord. C'est par là où l'étape va passer pour aller chercher la forme de la pièce. Et là, on a, je dirais, notre empreinte et on a notre pièce associée à l'empreinte. Voilà. Alors, le moulage au sable, ça va commencer par la pièce qu'on cherche à fabriquer. Après, on va fabriquer le modèle de la pièce. C'est la même pièce fabriquée, mais pas métallique, mais en bois, sachant qu'on sait très bien qu'elle ne va pas marcher en la fabriquant sous format de bois. Et du coup, le modèle en bois, c'est juste pour créer le moule, pour permettre la fabrication de la pièce en métal. Du coup, ce que je vais faire, je vais mettre le modèle. Après, je vais y rajouter du sable, d'accord? Et je vais procéder au serrage châssis de dessus. Après, on va rajouter le châssis de dessous. Du coup, on a le sable ici et le sable ici. Et on a notre pièce, d'accord? Avec le circuit de remplissage associé, d'accord? Après, la coulée. Et là, c'est que je vais faire la coulée de mon métal, d'accord? Je vais passer au démoulage. Alors, je m'excuse, on est en train de rater une étape là. Alors, du coup, on a dit châssis de dessus, le sable, le modèle en bois. D'accord? Après, on va faire le serrage de châssis de dessous. D'accord? Du coup, je vais rajouter du sable sur le modèle. Après, je vais démonter les deux châssis. D'accord? Sachant que j'ai une empreinte ici, j'ai une empreinte là, et je vais enlever le modèle. C'est le démoulage. D'accord? Après, je vais tailler le système de remplissage. Je vais le tailler, ça veut dire que je vais dessiner ce système de remplissage sur un des châssis. D'accord? Et je vais, je dirais, réaliser
le système de remplissage et d'alimentation et je vais pouvoir à ce moment-là faire couler notre métal. Alors, après avoir taillé dans les circuits de remplissage et d'alimentation, ça c'est les deux châssis supérieur, châssis inférieur. J'ai l'empreinte supérieure sans modèle et l'empreinte inférieure sans modèle. Donc j'ai utilisé le modèle, j'ai serré les deux moules pour récupérer celle inférieure. D'accord? Et j'ai créé manuellement le circuit de remplissage. D'accord? Et d'alimentation, si vous voulez. Et après, j'ai refermé mes deux châssis, ou bien mes deux demi-moules. D'accord? Henaya, pourquoi une charge? C'est juste pour que ça cède pas au gaz du métal ou bien à la force et la pression du métal fondu. Du coup, ça doit résister à cette force-là. Et là, on a l'empreinte finale à l'intérieur avec le circuit de remplissage associé. D'accord? Le moule, il est prêt à être coulé. Et là, quand je vais couler du métal, je vais pouvoir récupérer ma pièce. C'est une pièce qui est brute, d'accord, qui a une masse M1 avec le système de remplissage parce que c'est normal. Le métal, il va parcourir ce système. C'est normal qu'il va y rester. Et c'est normal qu'on doit rajouter une autre, je dirais, étape qu'on appelle généralement c'est l'ébavurage. Et là, c'est une étape où je vais enlever toute partie qui n'est pas, je dirais, qui compte pas sur dans la pièce à obtenir ou bien la pièce voulue de départ. D'accord? Avec le moulage au sable, je peux aussi fabriquer des pièces de révolution, sauf que le modèle il est un peu spécial. On ne parle pas d'empreinte femelle, si vous voulez, mais on parle de noyau. Et le noyau, ça va représenter, je dirais, le creux de notre pièce cylindrique. Et ça, c'est un noyau autour duquel on va faire passer le métal par la force de gravité, parce que ça, c'est moulage par gravité. Il n'y a pas une pression, c'est juste un métal fondu que je vais faire couler dans l'empreinte. Et voilà, sachant qu'il y a des forces qu'on peut rajouter à ce type de procédé pour les pièces métalliques qui peuvent être la pression, comme ça peut être aussi, comme le cas du plastique avec le rotomoulage, ça peut aussi être, je dirais, un rotomoulage pour les pièces métalliques. D'accord? Voilà, après, il y a d'autres procédés. Je ne veux pas vous... euh, bon, on va essayer de voir aussi ça. Là, on parle avec un moule non permanent, c'est un moule en sable. Après, on a aussi des moules à modèle non permanent. Un modèle non permanent, c'est le principe qui est utilisé chez les bijoutiers, chez les dentistes et chez les prothésistes médicaux, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fabriquer plusieurs pièces ou bien une pièce complexe, mais je ne vais pas faire l'étape de démoulage. Je ne vais pas faire sortir le modèle du moule. Pourquoi? Parce qu'il est non démoulable. Parce que peut-être que la forme, elle a une forme un peu fermée. Par exemple, je vais vous dire que la pièce elle est circulaire. D'accord? Une pièce circulaire ou bien qui a maintenant le cercle qui va dépasser une avec un arc, je ne peux pas la démouler, je ne peux pas faire sortir le modèle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer un modèle qui va s'évaporer lors de la coulée du métal. Et là, c'est ce qu'on appelle le procédé à cire perdue, ou bien un modèle non permanent. C'est quand je vais couler, d'accord? Quand je vais couler, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir l'empreinte qui va se vaporiser, d'accord? Et qui va céder sa place au métal fondu pour fabriquer nos pièces. D'accord? Voilà. Après, sur le moulage à modèle non permanent, c'est largement utilisé aussi pour la pré-série, d'accord? Ou bien l'assemblage en grappe, ça veut dire que je vais assembler plusieurs pièces sur le même circuit de remplissage. Ils peuvent être différents comme ils peuvent avoir la même forme, sauf que quand ils sont différents, on va pas avoir une distribution qui est équilibrée. Par exemple, 4, 2 ici, et gauche, 2 droite, non. Si on a une pièce beaucoup plus grande, elle va être beaucoup plus proche du circuit de remplissage et une pièce beaucoup plus petite, elle peut être beaucoup plus loin, d'accord? Ou l'inverse. Ça dépend aussi de la simulation de l'injection, bien la simulation du moulage avant sa mise en œuvre. D'accord?
Voilà, après, il y a d'autres procédés autour du moulage métallique, sauf que moi, je préfère pas trop détailler, je veux juste vous faire ancrer ben, là, le concept, et après, si vous avez des questions par rapport à une application donnée, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, des questions jusque-là? Non, Alors, allô? c'est bon. Ok. Alors, après, en plus ديال le moulage, j'ai aussi le soudage. Le soudage à électrode enrobée, c'est ce qu'on voit عند الحدادة, etc. Le soudage à électrode enrobée, il va nous permettre de rajouter une couche, de créer un bain de fusion entre deux tôles pour les assembler, d'accord? C'est ce qu'on appelle un assemblage permanent, qui est réalisé par un générateur électrique de courant de continu ou alternative avec entre 330 et 400 ampères, d'accord? Et avec ce soudage à électrode enrobée, je peux assembler des pièces sans problème, d'accord? Et au niveau du soudage, il y a le soudage à électrode enrobée, il y a le MIG, il y a le MAG, etc. C'est plusieurs appellations au niveau duquel on essaie de vous montrer, on essaie de renforcer le procédé par des gaz de protection, par des matériaux de bus différents, etc. D'accord? C'est juste pour permettre, par exemple, de souder des épaisseurs beaucoup plus grandes ou bien des matériaux beaucoup plus résistants. Et au niveau de ces types de soudage, et là, le soudage le plus répandu pour le secteur automobile, c'est le soudage par points. C'est pour ça que les tôles, ou bien la partie tôlerie des véhicules, des châssis, etc., ils sont assemblés par un soudage par points. Pourquoi? Parce que le soudage par points, on est sur un courant très intense, d'accord, de 2000 à 100 000 ampères. Et du coup, les tôles, ils sont soudés d'une façon très, je dirais, permanente, qui ne permet pas l'erreur. C'est pour ça que quand on dit le châssis de la voiture, et on connaît que maintenant il y a des véhicules d'occasion qui sont vendus par moitié. Du coup, on va acheter la moitié devant et on va la coller avec la moitié derrière. Mais malheureusement, les tôleries, les artisans tôliers, ils vont pas utiliser le soudage par points parce que c'est une technologie qui est très coûteuse en termes d'énergie, en termes d'investissement, etc. Et ils vont faire un soudage artisanal. Un soudage artisanal, il peut causer des accidents mortels, et c'est là où on va voir une voiture qui va se séparer en deux, en plein route, etc. Et là, c'est juste un travail qui est mal fait. C'est un châssis qui n'est pas soudé avec la bonne technologie ou bien avec le bon procédé qui permet la déformation et non pas ce qu'on appelle, je dirais, qui va permettre la déformation et non pas le déchirement, si vous voulez, ou bien la séparation. Voilà. Du coup, le soudage par points, on en a parlé. Et voilà. Ça, c'était juste une idée sur le soudage. Comme ça. Il y a aussi le fritage. Le fritage, c'est quand on va compacter ou bien appliquer une pression sur une poudre métallique pour en former une pièce. Et c'est à l'origine la fabrication des coussinets. C'est quoi un coussinet, les amis? Coussinet, ça veut dire quelque chose? Monsieur, les coussins? Ouais, coussinet. Non, c'est comme une bague pour le guidage. Voilà, c'est une bague pour le guidage en rotation, ou bien pour le guidage en translation, etc. C'est juste un élément de métal, si vous voulez, entre deux pièces métalliques pour permettre la bonne rotation à faible vitesse, si vous voulez, sans avoir à mettre des roulements, etc. Voilà, et ça, à l'origine, c'est du fritage. C'est le fritage d'une poudre qui donne naissance à je dirais, à ce type euh, de pièces d'assemblage, en rotation surtout. Voilà, après, on a des
qui va permettre de découper des tôles métalliques par la force de l'eau. D'ailleurs, dernièrement, j'étais chez Jet Contractors à Askerat. Ils font appel au découpage par laser pour découper des tôles en bois, en métal, etc. Mais ils ont aussi le découpage par jet d'eau qui va permettre aussi de découper à faible coût, mais en même temps à des épaisseurs qui sont beaucoup plus intéressantes, des tôles métalliques. D'accord? Voilà, du coup, il y a ça. Après, est-ce qu'il y a des questions jusque-là pour la fabrication soustractive? Fabrication soustractive, des questions? C'est bon? On trace? Alors. Oui, monsieur. Alors en fait, Oui, on va monsieur. passer à la fabrication additive et je vais vous laisser aussi le soin de faire vos recherches, mais je vais essayer de vous les expliquer par des vidéos. On va voir des solutions. Alors on va commencer par l'impression 3D filament. On va faire le tour d'une machine en 360. Je vais partager avec vous l'écran associé. Ben voilà. Alors, en fait, à l'intérieur, l'impression 3D filament, c'est quoi? C'est un fil en plastique que je vais parcourir dans une extrudeuse, d'accord? Et qui va faire sortir le fil métallique avec un diamètre de 1,75 mm ou bien 2,85. Elle va le sortir à un diamètre de 0,4 mm, voire même 0,6 ou bien 0,2. Vous imaginez 0,2 ou bien 0,4 mm, c'est une dimension qui est très très fine et qui va nous permettre de dessiner ma pièce en 2D. On va dessiner en 2D, une section en 2D, d'accord? Et c'est une section sur une autre, sur une autre, sur une autre pour former la pièce en 3D. Du coup, la section, par exemple, pour imprimer un mug, la première section, ça va être dessiner un disque. Puis, continuer à dessiner le disque jusqu'à former la base de mon mug. Et après, on va passer à des, je dirais, disques creux avec je dirais, avec un rayon intérieur et un rayon extérieur, et que ça remonte avec le même, je dirais, avec les mêmes dimensions, couche par couche, avec des dessins 2D, avec un déplacement sur l'axe Z de 0,2 mm par exemple. Et là, ça va permettre de fabriquer notre pièce. C'est pour ça qu'on l'appelle fabrication additive, c'est la fabrication couche par couche. Voilà. Alors, on va voir ici, il y a l'extrudeuse, il y a le plateau d'impression. Ici, c'est là où on va imprimer notre pièce couche par couche. D'accord? Ça, on a les guidages. Du coup, cette tête-là, elle va se déplacer à gauche et à droite, etc. Elle a une température de fusion du matériau parce que pour différencier les différents types de plastique, je dois avoir une température de fusion différente parce que si je dois imprimer avec du PL, comme je dois imprimer avec de l'ABS, etc. Voilà. Là, c'est une pièce à l'intérieur qui a été fabriquée par impression, mais je vais vous montrer une vidéo au niveau duquel l'impression, en cours d'impression, si vous voulez. Là, c'est la planité. Du coup, on essaie de garantir la planité entre la tête d'impression et le plateau d'impression. D'accord? Du coup, ça doit être plane pour mieux permettre le dessin de la pièce en 2D. D'accord? Ou bien la section de la pièce en 2D. Après, dans le marché de l'impression 3D filament, il y a plusieurs volumes d'impression. Il y a plusieurs, je dirais, pourquoi ici on a deux têtes d'extrusion? Parce que l'une, on va imprimer avec le matériau support
Et là, c'est ce qui va supporter notre pièce. Par exemple, là, on a imprimé un casque pour les cyclistes. Alors là, je ne peux pas dessiner dans le vide. Du coup, je dessine avec un matériau support qui va supporter les formes libres de mon casque. Et puis, je vais commencer à imprimer ma pièce. Et c'est là l'utilité de deux têtes d'extrusion, c'est que je peux imprimer avec deux matériaux différents, un pour le support et l'autre pour la pièce elle-même. Ce qui va me permettre de fabriquer, je dirais, une pièce dont le support il est détachable facilement. Il y a des imprimantes 3D dans lesquelles on trouve une seule tête d'impression. Du coup, avec une seule tête d'impression, le matériau support, il est le matériau support et le matériau de la pièce, ils sont de la même origine, sauf que le matériau support, il va avoir une faiblesse mécanique avec une sorte de structure qui est facile à éjecter de la pièce, de la pièce à produire. Comme ça, je peux séparer, même si c'est le même matériau, ça serait facile de séparer le support de la pièce à fabriquer. Voilà, alors ça c'est le filament. On va essayer de vous montrer notre vidéo. Voilà. Alors là, on va voir comment ça marche. Alors, en fait, ça c'est la pièce avec le matériau support. Ça c'est les pièces imprimées, ça c'est le volume d'impression. La tête d'extrusion, à quelle température, et le plateau à quelle température aussi. La calibration des têtes d'impression par rapport au plateau d'impression. Voilà. Et l'impression de la pièce qui va se faire couche par couche et les têtes d'extrusion qui vont s'auto-nettoyer sans problème. Voilà. Et là, c'est des machines qui sont fermées pour pour ne pas permettre, je dirais, la sortie de gaz. Pour certains matériaux, les gaz qui vont être une résultante de l'impression vont être toxiques. C'est pour ça qu'ils ne vont pas s'exposer à des imprimantes avec lesquelles on est en train d'imprimer avec des matériaux qui vont permettre l'échappement des gaz toxiques. Voilà. Et là, c'est des matériaux support pour mettre un matériau qui est soudulé dans l'eau pour permettre la fabrication de la pièce avec une belle qualité de surface sans que sans que ça soit difficile d'éjecter le matériau support mécaniquement parlant en touchant les surfaces fonctionnelles. Voilà. Alors là, la fabrication ou bien l'impression 3D filament, c'est juste un axe X, Y, Z au niveau duquel je déplace une tête d'impression, d'accord? Je commence à fabriquer ma pièce en 2D, couche par couche, sans problème. Voilà. Alors là, c'est une imprimante au niveau duquel j'ai utilisé le X, Y, Z et l'axe, non seulement pour l'impression, couche par couche ici, voilà, vous arrivez à voir un peu le... Alors, je vais essayer de... Voilà. Vous voyez? Et ça, c'est du couche par couche. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de mettre du filament sur le plateau d'impression. On est en train de dessiner la base, par exemple, d'une pièce. D'accord? On la dessine en couche par couche. Et chaque couche, c'est un ensemble de points de plastique. L'extrudeuse, il va faire passer notre fil à un diamètre donné, par exemple 0,4. D'accord? Et il va commencer à dessiner la pièce en 2D, puis augmenter en Z pour dessiner la deuxième couche, troisième, etc. Et voilà. Ça, c'est une machine qui est fermée. Alors, l'idée ou bien l'innovation, par exemple, dans certaines machines d'imprimante 3D filament, c'est que je peux l'utiliser pour l'impression 3D, d'accord? Comme je peux exploiter la structure X, Y, Z pour non seulement imprimer en 3D, mais aussi pour usiner et pour faire du laser, etc. Du coup, c'est ce que je choisis
je change le plateau, que je mette le consommable. Par exemple, ici, on va faire un circuit imprimé. Je vais mettre du PCB dans un plateau. Je vais dessiner mon PCB avec du laser. D'accord? Et je vais changer encore la tête de l'impression 3D au laser à l'usinage pour faire sortir notre petit bloc en PCB pour avoir, avec la même machine, pouvoir fabriquer, par exemple, on a le prototype des baffes ou là, des haut-parleurs avec la structure associée et le circuit électronique associé aussi. C'est bon pour l'impression 3D filament? Ça va, Chouïa? Oui, monsieur. Alors après, on a la résine. Alors, la résine, je vais vous l'expliquer rapidement, mais je vous laisse le soin aussi en recherche. Je serais ravi à ce qu'on échange ensemble là-dessus. Alors, en fait, la résine, c'est quoi? C'est après, ce qui va se faire, c'est que on aura, je dirais, des pixels dessous de la résine qui vont faire solidifier surface par surface la pièce d'N, jusqu'on faire sortir plusieurs pièces. Par exemple, ici, on a mis 675 enveloppes de stylos qui ont passé, je dirais, par principe de photopolymérisation. On a solidifié les couches par couche pour récupérer des pièces de belle qualité de surface, euh, euh, je dirais, lisses, d'accord? Et c'est des pièces qui sont exploitables juste après l'impression sans problème. Je vais vous montrer notre vidéo. Alors là, par exemple, on a le fichier 3D, toujours, qu'on va mettre sur le logiciel de la machine pour le découper, ou bien ce qu'on appelle le slicing, pour le découper en plusieurs couches, parce que la machine, elle ne connaît pas la pièce, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de fabriquer. C'est une section de la pièce qu'on va fabriquer. Du coup, pour une pièce donnée, ça peut être 100 jusqu'à 1000 sections. D'accord? Et là, par exemple, on va imprimer plusieurs pièces, d'accord? L'avantage de la résine, c'est que je ne vais pas dessiner ou bien fabriquer point par point la couche, mais je vais la fabriquer surface par surface. Et du coup, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Voilà. Et là, je vais nettoyer mes pièces, je vais les passer dans le four pour que la résine se maintienne et faire sortir notre pièce sans problème avec une belle qualité de surface parce qu'avec la résine, on gagne le temps d'impression parce que c'est surface par surface et aussi la qualité de l'impression parce qu'on est devant des surfaces qui sont lisses et qui présentent une bonne rugosité. Voilà. Alors, ça, c'est la résine. Après, on a aussi la poudre. Et là, je vais juste vous donner des highlights. Comme ça, on peut en discuter après. Alors, la poudre, on ne va pas la comprendre bien faire de la vidéo, mais beaucoup plus une autre. Voilà. Alors, la poudre, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la solidification de la poudre par laser. Et du coup, ce qu'on va voir, par exemple, je veux fabriquer de la pièce, j'ai le son 3D, etc. D'accord? Je vais le placer dans la machine, je vais le découper en plusieurs couches dans la machine pour qu'elle comprenne la couche que je veux fabriquer. Elle ne sait pas quelle pièce elle est en train de fabriquer, elle sait que l'ensemble des couches qu'elle va réaliser. Derrière, on a le feedbed et le printbed. Du coup, on a là où on va mettre le consommable qui est la poudre, et on a la partie là où on va imprimer. Alors, la machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire passer une couche de la poudre, même le feedbed, le printbed. Du coup, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle va faire donner une couche de la poudre, et le laser, il va faire son travail et solidifier la couche associée. D'accord? On va revoir ça. Voilà. Alors,
La machine, ce qu'elle va faire, voilà, le laser, il va solidifier la couche. Le racleur, il va revenir et ramener une autre couche. Le laser, il va resolidifier la couche ensuite. Après, encore une fois, le racleur va passer. Et la même chose, elle va se reproduire une centaine de fois pour que la pièce soit fabriquée en entier, couche par couche. D'accord? Après, l'avantage de la poudre, c'est pas, c'est que je peux fabriquer une pièce en dessus d'une autre, ou bien à côté d'une autre. Pourquoi? Juste parce que le jeu entre deux pièces, l'une en dessus de l'autre, c'est de la poudre qui n'a pas été solidifiée par laser. Et après, je vais faire sortir ma pièce. Là, je ne vais pas la nettoyer avec du liquide comme on le fait pour la résine, mais je vais faire du sablage pour faire sortir la poudre dans les jeux et récupérer une pièce qui peut être flexible. C'est des assemblages qui sont permanents. C'est pas un assemblage que j'ai fait après l'impression, mais c'est sorti comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que là où il y a le jeu, il y avait de la poudre qui n'a pas été frappée par du laser et qu'on a fait sortir par le principe de sablage ou bien par de la pression de l'air avec du silice. La poudre la résultante après l'impression, je peux la recycler et la rafraîchir pour la réutiliser pour d'autres impressions. L'avantage de la poudre, c'est que je suis shape, je peux fabriquer des pièces que j'ai optimisées par Generative Design sans problème, parce qu'il n'y a pas des limites, les limitations de fabrication. Et c'est aussi un moyen aussi pour avoir des assemblages qui sont permanents, que je ne peux pas démonter. Et en même temps, le support, je gagne le fait que le support, il n'est pas jeté. D'accord? C'est pas quelque chose que je vais jeter, mais quelque chose que je vais réutiliser sans problème. Voilà. Alors ça, c'était un peu un mini tour de la fabrication additive sur la base des types de consommables. On a le filament, la résine je dirais, et la poudre. La poudre, elle peut être métallique, ça obéit au même concept à peu près, sauf que l'installation qui est un peu beaucoup plus complexe parce que ça demande plusieurs éléments, accessoires matériels et aussi éléments de gaz pour rendre l'environnement de l'impression, pour éliminer l'oxygène de l'environnement de l'impression, sinon on aura des explosions, etc., etc. Voilà. Des questions jusque-là? Non, monsieur. C'est bon pour les procédés de fabrication. Je vous ai donné un peu une idée. Vous avez le Worldview 360, ça va? Oui, ça va. Mhm. C'est bon? Alors. Mhm. Ok. On fait comme ça, les amis. Du coup, maintenant, vous avez, je dirais, des éléments d'entrée. Je sais que c'est pas très complet, parce que juste pour développer le processus de fabrication, c'est tout un module. Euh, je veux bien que peut-être dans le semestre, deuxième semestre, ou bien l'année prochaine, qu'on aille une occasion pour mieux développer ces différentes parties en les appliquant sur vos projets. Parce que là, c'est la première, je dirais, expérience sur ce module où on a fait un parcours de A à Z pour développer un produit, depuis le problème jusqu'au la fabrication de la solution qu'on a détaillée à travers l'analyse fonctionnelle, sa conception, sa simulation, etc. Du coup, c'est un long chemin qu'on a parcouru en termes d'outils, en termes de solutions, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous. Alors, je vais essayer de chercher Wahd, le petit questionnaire.
Alors, c'est ici. Mhm, mhm. Alors, je vais partager avec vous un petit truc, un petit questionnaire. Bon, c'est juste un petit truc, juste pour que j'aie une idée sur votre opinion, votre avis sur l'ensemble de la formation. Je viens de vous partager le lien sur le chat, d'accord? Je vais le partager aussi avec la déléguée pour qu'elle le partage avec vous sur le groupe. Je veux bien aussi que vous créez des groupes WhatsApp pour faire avancer vos projets. Je serais ravi d'organiser des séances individuelles, je dirais par projet, pour qu'on les booste ou bien les propulse avant de rendre le livrable final avant fin du mois. Après, je vais voir. Est-ce que je vais me contenter sur les livrables que vous allez partager avec moi, ou bien on va organiser une séance où on va faire la présentation et voir un peu aussi si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations d'ordre général, ou bien autour du module, etc. Ça marche, les amis? Oui, c'est bon, Oui, monsieur. ça marche, monsieur. Voilà, vous avez reçu le lien? Vous avez pu y accéder? Oui, monsieur. Ça marche. Du coup, moi, je vais le repartager avec la déléguée, comme ça, elle peut le partager avec vous. Et voilà, du coup, je serais ravi que vous créiez un matin des groupes WhatsApp, vous me posez des questions sur vos projets, vous voulez qu'on organise une séance individuelle, personnalisée, si vous voulez, avec votre équipe de projet. Moi, je vous réserve 45 minutes à 1 heure par projet. Du coup, je sais que ça va donner plusieurs heures, mais pour moi, ça, c'est pas grave, du moment que ça va vous propulser et booster vos projets pour avoir des livrables de bonne qualité vers la fin. C'est vrai qu'on n'a pas encore pu fabriquer ou bien prototyper, mais si l'OAD vous donne le feu vert d'accéder à une machine de fabrication, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on organise autour d'elle un atelier avec énorme plaisir. Et voilà, du coup, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. Sinon, je vous libère aujourd'hui. We keep in touch sur le groupe WhatsApp par projet pour organiser des séances un peu individuelles. On attend de vos livrables avant la fin du mois. Et en même temps, voir aussi vers la fin du mois, à la réception de vos livrables, si je vais me contenter pour l'évaluation sur les livrables et sur les travaux individuels que vous avez faits et votre participation tout le long du module. Peut-être qu'on va rajouter une petite présentation présentielle, mais là, je ne suis pas sûr pour le moment. Voilà, on attend de vos livrables et vos groupes WhatsApp et vos retours par rapport à la formation sur le petit formulaire que j'ai partagé avec vous sur le chat. Voilà, voilà les amis. C'était un plaisir et keep in touch et à la très prochaine. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, monsieur, Marhaba. pour votre encadrement. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Marhaba. Monsieur, pour le... Monsieur? Winza. Attends, monsieur, pour le groupe WhatsApp, alors on va vous intégrer dans ce groupe ou bien Oui, quoi? oui, 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 oui. Créez vos groupes WhatsApp de projet et On a ajoutez-moi. déjà des groupes WhatsApp. Ça fait rire, ajoutez-nous et on est معكم إن شاء الله. Ok, merci. Ça marche? مرحبا. يلا بسلام.